sur notre nation. D'ailleurs, c'est une recommandation de la Bible. Priez pour la nation que je vous donne, parce que votre bonheur en dépend. Que votre RDC soit une, que le Congo soit indivisible. Parmi les invités, les députés nationaux, des cadres d'entreprise, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej, accompagné de son épouse, ainsi que le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo. À ces grands rendez-vous de prière, d'autres musiciens chrétiens ont accompagné à leur manière le frère Mike Kalambay dans sa production musicale. C'est entre autres les groupes du pasteur Atoms. Sebeko a procédé officiellement à l'installation d'un nouveau comité 2 œuvres féminins. C'était au cours d'un culte organisé à l'intention de ces femmes en ce mois dédié à la femme. Reportage Anastasie Doumbou et Blaise Ndombele. La communauté baptiste du Congo, Sebeko, a procédé hier samedi à la cérémonie officielle de l'installation du nouveau comité des œuvres féminines avec à la tête Pasteur Marceline Mbingasani, présidente et directrice nationale. L'oratrice du jour, la révérende Ernestine Mujinga, bourgmestre de la commune de Massina, a tiré sa prédication de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 20 du 1er au 16e verset. La Sainte Écriture enseigne que le royaume des cieux est semblable à un maître de la vigne avec plusieurs ouvriers venus à des différentes heures mais avec un même salaire. L'heureuse promise Marceline Mbingasani est la 10e à occuper ce poste du 20. Née le 12 janvier 1960 dans le district du Katarak, territoire de Mbanzangungu dans la province du Bas-Congo. Elle sort d'une famille de 5 enfants, dont 4 garçons et une fille, elle. Marceline Mbingasani a choisi son chemin de la croix et a montré aux femmes de cette confession religieuse le chemin de la crainte de Dieu. Pour les représentants légaux de la communauté baptiste du Congo, Paulin Ngoutou, son souhait est de voir des pasteurs femmes impliqués dans les actions ecclésiastiques, surtout en ce mois de mars, mois de la femme. Agrémenté par plusieurs chorales venues des districts et des provinces, pasteur Marceline Mbingasani a été investie. Importante réunion au ministère de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Trifon Kinke Mulumba, Patrice Kitebi ont échangé avec tous les opérateurs de téléphonie cellulaire. Il a été question du respect de la réglementation et de paiement de la taxe due à l'État. Reportage Pierre Mbouyou Saïdi. La République démocratique du Congo tient à la maîtrise des réseaux de télécommunications. Tous les opérateurs GSM, ISP et les consortiums Agelis Télécom ont désormais l'obligation de fournir les CDR. Entendez par là les informations relatives à leur opération et de raccorder les ponts radio indispensables à la mise en route du système. Le ministre des Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trifon Kinke Mulumba, a accordé un moratoire jusqu'au 29 mars 2013 à tous ces opérateurs pour se conformer à la volonté du gouvernement. Le ministère de PTNTIC est un service d'assiette et il ne saurait en aucun cas faillir à ses obligations. Maximiser les recettes de l'État en bloquant l'érosion des finances publiques. Nous devons donner sa chance à notre secteur qui doit être le centre de croissance et d'émergence. L'autre point sur lequel je voulais insister est l'identification des abonnés. J'espère que vous vous êtes mis en ordre, car là aussi, il s'agit d'une question de sécurité nationale et je vais mettre en place une commission de vérification. Pour sa part, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a demandé à ses opérateurs de respecter la législation congolaise en la matière. L'administrateur général de l'ANER, Kalev Mouton, quant à lui, s'est engagé à appliquer les décisions du gouvernement. Et enfin, les opérateurs cellulaires ont promis de respecter leurs obligations vis-à-vis de l'État congolais. La communauté internationale célèbre le 24 mars de chaque année la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, qui est une maladie contagieuse qui se soigne. Mais ici, en République démocratique du Congo, le ministre des tutelles a adressé un message à la nation, message commenté par notre consoeur Virginie Lofembe. Regardez.
Comme il est de coutume, la communauté internationale célèbre ce 24 mars 2013 la journée mondiale de la tuberculose et a retenu comme thème « Plus de tuberculose de mon vivant ». Pour la RDC, le thème national est « Je voudrais zéro décès dû à la tuberculose ». À cette occasion, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a rappelé à toute la nation congolaise que la tuberculose demeure un problème de santé publique en RDC et qu'il est regrettable de noter qu'alors qu'il existe des médicaments contre cette maladie, beaucoup de nos compatriotes continuent d'en mourir. Le traitement est certes long, mais il guérit les malades. Même ceux qui ont la tuberculose associée au sida, s'il est pris de façon correcte sans interruption jusqu'à la fin. La honte ou la peur de stigmatisation va nous mener à la mort. La meilleure façon de lutter contre la tuberculose est de traiter le plus précocement possible la tuberculose est guérissable. Saisissons cette opportunité, approprions-nous de cette lutte pour que plus personne autour de nous ne meurt de la tuberculose. Et qu'il est important de rappeler à cette même occasion que le traitement de la tuberculose est gratuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et qu'il est strictement interdit d'exiger d'un malade le paiement des médicaments contre la tuberculose. Initiée depuis quelque temps, la ministre du portefeuille Louise Munga vient de clôturer sa série des rencontres avec les mandataires représentant l'État dans la société d'économie mixte. C'est là avant la tenue ou la convocation de l'Assemblée générale. Nous font savoir dans ces reportages Daniela Mouleloa et Tony Djouma. Dans le secteur du portefeuille, le mois de mars est consacré aux assemblées générales. C'est pour se faire une idée exacte de la représentation de l'État dans les sociétés d'économie mixte que la ministre du portefeuille, Louise Munga Messozi, a initié une série de rencontres avec les mandataires de l'État au sein de ces sociétés. Cet exercice a permis à la ministre de s'imprégner de la situation générale de ces sociétés avant la convocation des assemblées générales en termes de fonctionnement et de dividendes dus à l'État. Elle en a profité pour donner des directives aux mandataires pour une réelle représentation de l'État qui possède des parts dans ces entreprises. La ministre a tour à tour reçu les mandataires de l'État, des sociétés opérant dans le secteur pétrolier, des mines et bien d'autres avant de les encourager à jouer réellement leur rôle car le gouvernement est déterminé à accompagner tous les partenaires en vue d'augmenter cette part des dividendes. J'espère que l'État va continuer à fournir des efforts pour s'impliquer dans la relance et le développement de toutes ces sociétés d'économie mixte dans lesquelles il est actionnaire. Inagosi Kassongo, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, a pris part tout récemment au Forum mondial des femmes francophones le 20 mars dernier à Paris, en France. Elle en a profité pour porter la voix de la République démocratique du Congo à cette tribune en ce qui concerne les violences faites à la fille et à la femme, surtout dans des zones à conflit. Un reportage. Vraiment profiter de cette occasion pour regarder toutes les femmes du monde francophone et de vous dire, il y a longtemps que les femmes, les filles de la République démocratique du Congo sont violées. Et c'est en silence. Les médias n'en parlent pas. Vous ne le savez peut-être pas. Je voudrais vraiment que chacune d'entre vous soit l'ambassadrice des femmes de la République démocratique du Congo, comme l'a fait Yamina Benguidi qui est arrivée pour le sommet de la francophonie au mois d'octobre, qui s'est rendue jusqu'à Goma et depuis lors, elle ne fait que témoigner. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous faire les ambassadrices de ces femmes. Nous ne vous demandons qu'une chose, que la paix soit restaurée dans notre pays. Et parce que tous les gouvernements qui ont connu des guerres n'ont pas développé des projets et des programmes. Face à la guerre, tout gouvernement responsable doit d'abord lutter pour l'intégrité de son territoire. Et les questions comme les questions de l'éducation, la promotion des femmes, vous êtes d'accord avec moi que ce ne sont pas les priorités dans un gouvernement en temps de guerre. Donc, merci vraiment de vous associer aux efforts de pacification de notre pays. Et merci également de sortir des discours. Les discours, nous les entendons tous les jours. Les résolutions, ce n'est pas ce qui manque, mais ce sont des actions concrètes. Nous venions de la 57e session de la Commission de la condition de la femme. Et le thème, il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Et pour la première action que nous vous demandons pour notre pays, c'est la restauration de la paix.
Africaine de développement est l'un des partenaires du ministère de l'Agriculture pour la réalisation de ces objectifs. Des délégations, leurs représentants ont été reçus par le ministre Jean Chrysostome Vahamouiti pour une évaluation commune des actions entreprises sur le terrain. Le tout dans ce reportage signé Floribert Kinangi Moussachi. Le ministre belge et en charge de la coopération au développement au Royaume de Belgique, Jean-Pascal Labille, après un tour dans les provinces où il a pu évaluer l'impact des différentes actions de développement financées par son pays en RDC, a trouvé judicieux de se faire accompagner de toute l'équipe de la coopération belge qui conduit les projets sur terrain, et son avis est qu'il soit accordé à la femme une place importante comme actrice de développement agricole. Une autre délégation, celle de la BAD, a séjourné pendant 3 semaines en RDC pour vérifier sur terrain la matérialisation et le fonctionnement des infrastructures socio-économiques que la Banque africaine de développement a financées à travers le Pressar. M. Ayashi Yulchi, qui en était le chargé de mission, a traduit la satisfaction de la BAD à voir le plan avoir été exécuté à plus de 90%. Raison pour laquelle cette institution financière a consenti de financer pour 50 années un autre projet d'IPADI. La mission en a supervisé la mise en place. Le ministre, après une visite au personnel de l'ONC, a exprimé sa satisfaction de voir le comité de gestion et le conseil d'administration s'attaquer aux tâches urgentes de redressement de l'Office national du café. Le ministre délégué aux Finances, Patrick Kitebi, a joué aux sapeurs-pompiers concernant la grève à la Dégérade. Rikinzouzi, regardez. Fin du malaise qui a secoué dernièrement l'une des 3 régies financières, à savoir la Dégérade. Les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations ont observé un arrêt de travail il y a peu. Ils revendiquent le paiement des rétrocessions qui constituent leur plus-value en termes de mobilisation des recettes conformément aux dispositions légales en la matière. Informé de cette situation, le ministre délégué aux Finances s'est rendu sur place pour prendre langue avec les intéressés. Patrice Kitebi, qui accompagnait le vice-ministre des Finances, Roger Chulungurunika, a prêté une oreille attentive aux revendications des agents de la Dégérade. L'argentier Kitebi, qui a joué aux sapeurs-pompiers, a eu la levée des grèves avant de promettre que les solutions les meilleures seront prises en leur faveur après échange avec les délégués des travailleurs de la Dégérade au ministère des Finances, des agents représentés par l'intersyndicale que dirige M. Fidel Kiangi. Néanmoins, la grève a été suspendue. Nous allons rendre compte à la base. Pensons que la base qui nous obéit comprendra et acceptera les conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Avril de chaque année, la date retenue par l'Organisation internationale du travail pour la commémoration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ici à Kinshasa, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Batiloukwebo, a donné le coup d'envoi des travaux préparatoires de cet événement. Reportage, Sandra Nyangitabou. Autour de cette table, secrétaires généraux à l'emploi et au travail, les hauts cadres du ministère de l'ETPS et la DG de l'INSS, Agnès Mouad Nawesh Katong. Tous sont venus écouter d'une oreille attentive les grandes lignes pour la préparation de la journée du 28 avril et les mettre en application. 28 avril est une journée mondiale instaurée en 2003 par l'Organisation internationale du travail OIT pour commémorer les victimes d'accidents du travail et les maladies professionnelles. Vu l'ampleur des problèmes de sécurité au travail, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Batiloukwebo, tient à marquer cette journée d'une pierre blanche par une célébration digne de son rang. Pour y parvenir, il faut la contribution de ces femmes, de ces hommes et des travailleurs en général pour enfin réveiller les consciences des partenaires sociaux, de la masse laborieuse et du gouvernement en matière de prévention des risques. Le ministre Modeste Bahati, qui attend la contribution tant intellectuelle, matérielle que financière des uns et des autres, explique. Tous unis, nous puissions donner un cachet spécial à cette journée du 28 avril. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que je puisse lancer ces travaux préparatoires compte tenu de toute leur importance. J'ai tenu à venir personnellement vous donner les grandes lignes
faire et de ce que nous attendons de vous. Et je pense que dans un délai raisonnable qui ne devrait pas dépasser le 10 avril, vous pouvez déjà nous déposer votre travail. Et puis le bâtonnier honoraire Matadi Wamba a sensibilisé la population du territoire des Kenge et ses environs. Nous sommes là dans la province du Bas-Congo, soutenir les actions du chef de l'État pour la paix et la cohésion nationale était l'essentiel du message. Commentaire Célestine Toto Sungu. Le développement de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. C'est dans ces contextes qu'il convient de circonscrire la descente du Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans le Bandundu afin de palper les réalités de la province. Le Premier ministre qui s'est rendu à Kikwit via Kenge s'est entretenu avec le bâtonnier honoraire, l'honorable Matadi Wamba, sur le développement de la province. De Mukumbi, Kibanda, en passant par Kivudissa, Tchéké, Kamungu et tant d'autres, le message était le même, celui de la paix et de l'unité entre les communautés locales, mais aussi le soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans ses actions pour la paix et la concorde nationale. Bandundu et non de Bas-Congo. Le Fonds de promotion culturelle avait remis aux artistes congolais des chèques pour s'organiser. Cette action vient d'être récompensée par l'association des journalistes politologues qui ont remis un trophée de mérite aux représentants de cette structure. Reportage Guy Blaise Kitiki. Le Fonds de promotion culturelle, structure du ministère de la Culture et des Arts, va au sauvetage des artistes congolais. Le directeur général, Mathias Paluku Sabouni, a remis aux artistes des chèques pour les aider à émerger et à s'épanouir. Aujourd'hui, cette action vient d'être récompensée. Je suis là pour promouvoir la culture et les arts. Je crois que c'est ça mon travail et je promets que je vais faire de mon mieux pour promouvoir ce service, pour que Dieu puisse nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Avec ce geste, les artistes qui ont reçu ces chèques vont désormais compter sur l'État pour leur épanouissement. Fin de cette édition d'information dernière sur la radio-télévision nationale congolaise, réalisée par René Ngwangu Rodé Panda sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi Pandji. Ce journal a été coordonné de main de maître par Benjamin Kabwanga Bukasa Chinaï. Prochain rendez-vous avec l'actualité qui reste continue sur la RTNC. C'est donc demain à 7h dans une présentation de Robert Ndaye. D'ici là, portez-vous bien et très bon type de programme sur la RTNC, votre chaîne. Au revoir. Durable. Oui, tout ce que nous faisons, c'est pour qu'il y ait une paix durable. Et si nous considérons Kampala comme périphérique, c'est parce que ce qui peut se passer à Kampala n'aura pas un effet durable. C'est de la cosmétique. Parce que vous attaquez à une cause qui n'en est pas une et vous laissez la véritable cause, ça n'aurait pas été très malin de notre part. Mais en globalisant les choses, comme on l'a fait à Addis Abeba, nous répondons à toutes les causes qui ont produit cette instabilité chronique depuis 1998. Alors, Lambert Mende, 2 mandats d'arrêt ont été déjà lancés par la Cour pénale internationale contre Bosco Ntaganda. Vous le savez, la République démocratique du Congo a fait de tout son mieux pour arrêter ce militaire, mais n'a pas pu. C'est ce qui a provoqué la guerre. Et Lambert Mende, aujourd'hui, ce militaire a été arrêté au Rwanda, il faut le dire. Il s'est présenté à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Se présenter, je ne dirais pas. Nous savions depuis samedi que Bosco Ntaganda avait traversé la frontière au niveau de Kabuanga, pas à Gisenyi, où il y avait beaucoup de publicité. Et donc, on a parlé plutôt de Gisenyi. Hein. Non, Kabuanga, c'est pas loin de Gisenyi. Gisenyi, c'est là où les autres ont traversé, où on a appelé la presse. Vous voyez comment on utilise parfois la presse pour abuser l'opinion. Pendant que la presse filmait à Gisenyi, Bosco traversait à Kabuanga. Et nous avions informé nos partenaires rwandais. Nous pensons qu'ils étaient au courant parce qu'il a été accueilli par des officiers de très haut niveau, malgré tout ce qu'ils disent.
Ils l'ont encadré et c'est eux-mêmes qui l'ont accompagné, pour des raisons de politique intérieure peut-être, qui l'ont accompagné manu militari jusqu'au compound de l'ambassade américaine, où il s'est présenté seul, bien sûr. Donc, pour nous ne voudrions pas juger nos voisins. Nous savons que nous devons nous focaliser sur le résultat, c'est que Ntaganda est en route vers ses juges. C'est la meilleure chose qui puisse arriver en ce qui le concerne. En attendant que d'autres chefs militaires, d'autres chefs politiques qui sont sous le coup de sanctions des Nations Unies, comme Runiga, comme Ngarouye, comme Badege et d'autres qui ont été accueillis au Rwanda, puissent suivre le même chemin. Voilà ce que nous demandons à nos partenaires. Oui, on a demandé aussi d'extrader justement ces rebelles qui se réfugient au Rwanda. Oui. Vous avez suivi, on va parler tout d'abord de la première insulte, si je peux le dire ainsi, la ministre des Affaires étrangères qui a qualifié vos propos de baliverne. Monsieur Lambert Mende, votre réaction tout de suite. Oui, je suis vraiment désolé. Je suis triste qu'un pays frère, un pays voisin, au niveau le plus élevé de l'État, que de tels propos soient tenus. Je pense que nous avons... Ce n'est pas la première fois. Nous avons des controverses, mais à ce point-là, non. C'est-à-dire qu'on peut dire que tel n'a pas dit la vérité, que telle n'est pas la situation, mais aller traiter les propos d'un collègue ministre de baliverne, je pense qu'on est descendu d'un cran dans l'échelle de la grossièreté. Et même un ambassadeur à Washington, il a dit que Pinocchio se transformant en ministre. Cette petite statuette en bois, Pinocchio qui est déguisé en ministre. Mais là, c'est encore plus bas. C'est vraiment d'une bassesse. Et d'autant plus bas que 24 heures après, on revient sur ces déclarations. On reconnaît que Pinocchio avait raison. On reconnaît que ce n'était pas des balivernes, qu'en réalité, Ntaganda était bel et bien au Rwanda. Et que pour se dédouaner, on l'envoie seul là-bas alors qu'on l'a accueilli. Et donc, je ne regrette pas, bien sûr, qu'il y ait eu cette controverse. Peut-être que c'est elle qui a poussé nos voisins à faire la bonne chose qu'ils ont faite. Moi, je suis satisfait de l'attitude que les Rwandais ont observée, même s'il y a eu cette petite échange de mots. Ce n'est pas mon... Échange de mots, vous avez aussi parlé d'échange de mots, c'est-à-dire... Nous avons donné une information, eux, ils ont répondu par des insultes, c'est ça que je peux appeler échange de mots. Je ne dis pas échange d'insultes. Nous n'insultons jamais nos partenaires, même s'ils sont nos adversaires parfois, mais ce ne sont pas nos adversaires. Nous avons comme adversaires les bandits à main armée qui s'en prennent à nous. Et donc, nous avons constaté qu'il y avait un énervement complètement disproportionné et même injustifié, puisque, en fin de compte, on se rend compte que Ntaganda est bel et bien entré au Rwanda par Kabuhanga, comme je l'avais dit. Et donc, moi, je suis fier d'avoir contribué à l'éclatement de la vérité. Je ne vais pas suivre mes collègues rwandais sur cette voie de la grossièreté. Ça n'élève pas l'Afrique, ça n'élève pas la région des Grands Lacs, et je leur demande d'user d'un autre ton lorsqu'ils parlent. Et lorsque vous voyez un État se comporter de la sorte, peut-être qu'ils sont coincés au mur. Probablement qu'ils n'étaient pas à l'aise, mais c'est des choses qui arrivent. On est responsable des actes que l'on pose. Alors il ne faut pas s'en prendre aux autres, distribuer les noms de petits oiseaux. Moi, je suis habitué à recevoir des noms de petits oiseaux. C'est la première fois qu'on me donne le nom d'une statuette en bois. Pinocchio, je mets ça dans ma carte. Hier, c'était Tchakou, même au niveau interne. Voilà, Pinocchio, ils prennent l'exemple au niveau interne, ils se disent que d'ailleurs, les autres les insultent ici en République celui qui a dit Congo. Pinocchio a dit d'ailleurs, regardez ce que ses propres compatriotes disent de lui. Donc vous voyez que lorsque vous donnez un exemple de grossièreté, vous déteignez même sur ceux qui vous agressent. Ils deviennent aussi grossiers que vous. Non, bref, ça, ce n'est pas tellement un problème important. Ma personne n'est pas en cause. Ça ne remet pas en cause la cohésion nationale. Ce n'est pas parce qu'on dit que je suis Tchakou qu'il n'y a pas cohésion nationale. C'est lorsqu'on collabore avec l'ennemi, même objectivement, qu'on veut justifier les pires atrocités qu'un ennemi commet parce que soi-même, on n'est pas arrivé au pouvoir. On veut qu'on tue son peuple parce qu'on n'a pas satisfait ses propres ambitions. Là, c'est une atteinte à la cohésion. Mais ma personne, sincèrement, je pardonne à ceux qui m'ont insulté, parce que ce n'est pas ma personne qui est en jeu. Même s'ils m'ont insulté, moi j'ai l'habitude des débats. Je ne pense pas que cela montre leur grandeur. Bien au contraire. Vous êtes ministre de l'Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais, le rapport pour que justement ces concertations puissent se dérouler dans de très bonnes conditions, Monsieur Lambert Mende? Je pense que la première chose que les Congolais doivent avoir à cœur, c'est de défendre l'intégrité de leur pays, qui est menacé. Il faut prendre conscience de cette menace. Il ne faut pas minimiser cette menace. Et ceux qui essayent de profiter
de cette menace et de ses conséquences pour pousser leurs agendas personnels minimisent la portée de la menace. Qui êtes-vous, vous et vos ambitions, si le Congo n'existe plus, si le Congo est morcelé, mais vos ambitions, ils vont aller aux 80. Donc il faut d'abord savoir hiérarchiser les problèmes. Le gros problème que nous avons, c'est la menace de balkanisation qui pèse sur notre pays. Il faut oublier tout pour s'attaquer à ça. La deuxième chose que je peux dire aux Congolais, c'est qu'ils doivent également prendre conscience du fait que si nous nous attaquons à cette menace de manière éclatée, chacun pour soi, avec la prétendue connaissance qu'il a des réalités, nous n'avons aucune chance de préserver l'unité de notre pays. On va nous le prendre. Donc il faut savoir se mettre ensemble, oublier au moment du combat ce qui peut nous diviser pour gagner d'abord la bataille de faire échec à la balkanisation du pays. Le moment viendra par la suite. 2016 n'est pas loin où nous reprendrons nos débats démocratiques normaux, mais on ne peut pas être tout le temps en campagne électorale. Cela n'est pas possible. Alors Lambert Mende, aujourd'hui Joseph Kabila, initiateur de ces concertations nationales, quand est-ce qu'il y aura lieu? Ça va se dérouler où? On doit attendre à ce que Joseph Kabila puisse annoncer toutes ces différentes préoccupations de la population, parce que cette population est devenue impatiente. Je ne pense pas que la population soit impatiente. Je pense que vous confondez population et microcosme politique quinois. C'est vraiment un travers que nous, les intellectuels, nous avons. Si moi, je pense quelque chose, je suis convaincu que la population pense comme moi. Si moi, j'ai bien mangé, je suis convaincu que la population a bien mangé. Si je suis bien habillé, il n'y a pas de problème de pauvreté. Non, il y a une différence entre ce que je peux penser comme acteur politique et ce que la masse peut penser. Je ne me suis pas fait présenter jusqu'aujourd'hui une étude, un sondage où la population à tel pourcentage est impatiente par rapport à la date de convocation de ce que le président a initié. Je sais que dans la classe politique, on bout d'impatience. Même dans les médias, il faut le dire. Surtout chez certains perdants de l'élection présidentielle. Suivez mon regard. Ce n'est pas ça la population. Le président est un homme de parole. Je pense que pour ça, la population le connaît. C'est un homme qui a dit qu'il va y avoir des concertations. Il a dit qu'il y aurait élection avant même la fin de la guerre. Et on a eu des élections. Il a dit qu'on allait partager le pouvoir alors que rien ne l'y forçait. On a partagé le pouvoir. Il a dit qu'il y aurait des concertations pour recouvrer la cohésion nationale. Croyez-moi, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Il va commencer ces concertations. Je crois que l'annonce coïncidera avec le début des concertations. Ces concertations voilà ce que je peux vous dire. Ne va pas faire à ce qu'il y ait beaucoup de mécontents. Nous ne sommes pas là pour distribuer des cadeaux à qui que ce soit dans les concertations. Le président a bien fixé le but, ce n'est pas de distribuer des cadeaux à la classe politique. Même pas le partage du gâteau. C'est de ramener la cohésion entre les fils et les filles du Congo face aux menaces de balkanisation. Si pour ramener la cohésion, il faut inviter l'autre et tout dans le Cela gouvernement. voudrait dire que c'est l'autre qui est à la base de la menace de balkanisation. Ce que je ne crois pas, il ne faut pas calomnier la classe politique. Ce n'est pas la classe politique congolaise qui menace de balkaniser le Congo, à ma connaissance. Nous savons d'où vient la menace de balkanisation. Ce n'est pas de l'intérieur. Donc il ne faut pas calomnier nos compatriotes. Mais M. Mendessi, avant de trouver des solutions, il faut inviter les autres à venir travailler avec nous. Mais ils sont invités à venir. Et ce qu'on va faire... Non, on parle du partage du gâteau, là, monsieur le ministre. Mais non, puisque vous dites que pour trouver la cohésion, pour sauver le pays de la balkanisation, il faut partager le gâteau. Si c'est l'une des résolutions. mais écoutez, toutes les résolutions... C'est conditionnel. Toutes les résolutions seront présentées au président. C'est lui qui se concerte. C'est lui qui consulte. Mais les résolutions doivent être transformées, soit en loi, puisque c'est les institutions qui se trouveront aussi autour du président, et puis... soit en décision du président, parce que c'est lui le garant. C'est lui que la Constitution attitre pour prendre des décisions. Donc il va falloir compter aussi avec sa volonté de chef de la majorité. Donc c'est ça qu'il veut faire. C'est ce mixage-là d'idées, tout ça qui n'est pas du tout mauvais. Lambert, maintenant on va retourner du côté du Rwanda pour dire que pas seulement Bosco Ntaganda, mais aussi les autres doivent être transférés à la Cour pénale internationale. C'est exactement le message que nous avons fait parvenir
à nos amis, même si certains ne répondent que par des insultes. Mais nous souhaitons que l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba soit scrupuleusement respecté. C'est-à-dire qu'on n'accorde pas asile, qu'on n'accueille pas sur son territoire des personnes qui sont pourchassées par la justice internationale, des personnes qui sont sous sanction des Nations Unies et des personnes qui se seraient rendues coupables d'actes d'agression dans un des territoires des pays signataires de cet accord cadre. Or, il y en a plusieurs qui se trouvent aujourd'hui au Rwanda. Il est important qu'avec le Rwanda, nous trouvions un modus operandi pour respecter ces dispositions de l'accord. Alors, Lambert Mende, lorsque on qualifie, la communauté internationale qualifie d'une force négative, et lorsque cette force négative coopère ou soit discute, échange avec le gouvernement, cette force demeure négative? Absolument. La force est négative et j'ai comparé la position de cette force qui est au contact avec le gouvernement à la position du criminel qui est au contact avec le procureur ou le juge. Cela ne l'absout absolument en rien. Au contraire, il est sur le chemin soit de sa rémission, le juge peut prononcer un non-lieu, soit de sa condamnation si on le trouve coupable d'actes pour lesquels il est accusé. Donc après signature de cet accord avec les M23, si tout va bien, qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Chacun trouvera le résultat de ses propres comportements. Ceux qui n'ont rien à se reprocher vont réintégrer la nation avec tous les droits qui y sont afférents. D'autres qui ont des choses à se reprocher vont devoir aller s'en expliquer devant leur juge naturel. Et lorsqu'ils vont réintégrer l'armée régulière, mais on va pas connaître... dit l'armée, madame. Okay. Vous n'avez pas entendu. Okay, je dis réintégrer la nation. La nation, il n'y a pas que l'armée. Vous savez, il y a des gens qui peuvent enseigner. Vous savez, il y a des gens qui peuvent recevoir un crédit pour faire l'agriculture. Vous savez, il y a des petits jeunes qui peuvent aller aux études. C'est ça la réintégration. Et puis il y a d'autres qui peuvent servir dans l'armée. Pas comme on le faisait avant, des armées coutumières, des armées communautaires. Non, l'armée nationale, avec ses règles. Vous ne travaillez pas chez vous. Donc tout cela est à l'étude. C'est de cela que nous discutons. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté. Mesdames, Messieurs, merci également à vous pour l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Vous le savez, le président de la République a lancé l'appel aux concertations nationales. C'est d'ailleurs l'objectif de cette émission aujourd'hui. Lambert Mende est venu pour donner le point de vue officiel du gouvernement. Vous suivrez cette émission en rediffusion demain jeudi à partir de 9h juste, toujours sur la télévision haute définition Congo Web, mais aussi sur la radio-télévision nationale congolaise. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous. À très bientôt. Bonsoir chez vous. Day by Day, une gamme de soins hydratants pour les petits et les grands, pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Le lait Day by Day existe en 4 senteurs. Angel. Précieuse comme la soie, votre peau a besoin d'un soin éclaircissant actif qui lui apporte douceur et bien-être. Carolite éclaircit visiblement votre teint grâce à ses actifs vitaminés qui agissent en douceur et lui donnent un bel aspect clair et uniforme. Véritable soin complet, Carolite imprègne votre peau d'un parfum délicat qui vous rappelle longtemps que vous êtes éclatante. Carolite existe en 3 formules: crème, lait, huile. Maintenant, je suis Angel. Carolite existe désormais en savon, en gommage et en tube. Pour la première fois à 10
Kisangani Boyongma Singa Mwambe. Événement culturel de grande facture et haute en couleur. En dédicace au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le triomphe de la démocratie, consolidation de la paix et initiation à la nouvelle citoyenneté. En hommage aux populations de l'Est, souvent victimes des atrocités, pour saluer l'élection et l'entrée en fonction de son Excellence Jean Babanissa Saïdi, gouverneur de la province orientale et les membres de son gouvernement. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, le parrainage du ministère de Médias, relations avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté, de la jeunesse, sport, culture et art, enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique, genre, famille et enfants, et de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Le cercle des amis de la culture de l'excellence, sous l'impulsion de la haute hiérarchie de la radio-télévision nationale congolaise, organise du 27 mars au 4 avril 2013 à Kisangani, Boyoma Singa Mwambe, dans la province orientale, la 10e édition du Festival de théâtre et d'animation en milieu universitaire. Festami, en marge du cinquantenaire de l'université de Kisangani, sous la houlette du recteur magnifique Faustin Twingaou et son comité de gestion, qui gagnera le masque d'or du Festami 10, Kof Christophe Gueye. Christophe Gueye, ambassadeur de la RDC en Corée du Sud. Festami 10, c'est de l'animation culturelle pure avec l'animateur culturel professionnel Jules Molasso N. Michel. Ezama kasi pe akambulana akanzela elikaka bisika biso ekomesanaka na esika nyonso komema yango pasi te mpo na kobongisa bakese de change etekaka komingomba minene lisusu nde basalisi nsima mosumbi mpo na mosokoli ntango iso na kokoma bisika na kopeto mpe na pete nyonso mpo na yamba ezali kalite ya malamu pièce d'échange ezali bisika biso mpe bakosalisa yo nsima mosolo na yamba okokoma bisika biso okokende ata onzela ya pokoso na oyo yo okosengi prolepex nde abongi na yo. Quelques jours seulement nous séparent de la date butoir du paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits exceptionnellement payés cette année au plus tard le 29 mars. L'administration fiscale congolaise appelle les contribuables au respect du calendrier fiscal. Grève à la DGRAD, Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, est allé personnellement faire le constat sur les terrains pour trouver des solutions idoines. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grand-messe de finances publiques, fiscalité et développement que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, les détails.
Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, accueille du 29 au 26 mars 2013 la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence des ministres africains de finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Jérôme Sekana et Michel Tendé, nous disent plus dans cet élément. L'industrialisation au service de l'émergence en Afrique, pourquoi ces thèmes? Quel est son intérêt au moment où l'Afrique s'apprête à célébrer les cinquantenaires de son intégration en mai prochain? La mise en œuvre de son agenda d'intégration va être évaluée. Toutes les stratégies et politiques de développement adoptées ou expérimentées jusqu'ici vont être examinées et évaluées. Le monde a déjà enregistré 3 révolutions industrielles. La première débute dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec la machine à vapeur, la machine à filer et le progrès de la métallurgie. La deuxième apparaît à la fin du XIXe siècle avec la découverte de l'électricité, du moteur à explosion et du téléphone. Et la troisième commence dans les années 70 avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. L'Afrique détient 60% de terres arables dans le monde. Seulement 10% de produits alimentaires consommés a fait l'objet de transformations. L'essentiel de matières premières minières et énergétiques s'y trouve. La part de produits manufacturés dans les exportations africaines est encore faible. L'industrialisation doit être perçue comme une condition de développement. Mettre fin à une croissance tirée par l'exportation des matières premières, imposer un pourcentage de transformation locale de toutes les matières destinées à l'exportation, assurer la souveraineté financière, voire l'autosuffisance financière de l'Afrique, transformer les transferts de fonds des migrants africains en des opportunités d'investissement, garantir la production de l'énergie de manière abondante et bon marché afin de faciliter son accès, répondre à la question de l'attractivité et de la performance des économies africaines sur fond de l'avantage technologique ou compétitif, organiser l'espace urbain africain, nourrir les populations africaines à partir de l'agriculture africaine, résoudre le problème de la mobilité des hommes, des biens, des capitaux ou des services, réussir la mondialisation dans une dynamique de l'intégration régionale et continentale, créer la monnaie unique africaine, participer à l'innovation mondiale en s'appuyant sur la formation des citoyens africains. Grogne à la direction générale de recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations. Les agents ont décidé d'arrêter le travail à cause du non-paiement des arriérés de rétrocession de bonus de 2010. Le ministre délégué chargé de finances, Patrice Kitebi, s'est entretenu avec la délégation syndicale de cette régie afin de trouver des solutions après un constat sur les terrains. Didi Mavambou et Séverin Ngoué pour le reportage. C'est depuis le lundi 18 mars dernier qu'ils ont décidé d'arrêter le travail. Les agents de la DGRAD sont en colère à cause du non-paiement des arriérés des rétrocessions de bonus de 2010. Informé de la situation, le ministre délégué aux Finances, accompagné de son vice-ministre, s'est rendu sur place pour constater le mouvement de grève. Après un bref face-à-face avec les agents, l'Argentier national a invité la délégation syndicale dans son cabinet de travail en vue d'examiner le problème dans le but de trouver une issue heureuse à la crise. Mais pas grand-chose n'a filtré de cette rencontre. Nous allons rendre compte à la base. Nous pensons que la base qui nous obéit comprendra et acceptera les conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec son Excellence, Monsieur le Ministre, afin que le travail puisse reprendre. Mais néanmoins, nous avions déjà suspendu le mouvement en attendant de rencontrer son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous allons rendre compte. Cette grève arrive surtout dans une période cruciale d'échéance fiscale de mars où le gouvernement attend de la DGRAD une maximisation des recettes non fiscales de l'État.
Les régies financières pourront doubler les recettes de l'État. C'est grâce à l'échéance fiscale du 29 mars prochain. Nous vous l'avons dit en titre, c'est la date butoir du dépôt des déclarations et de paiement de l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits. La 11e réunion sur les suivis de l'évaluation de recettes de l'État s'est longuement attardée sur la question. Une fois de plus, Didi Mavambou et Séverin Ngoué pour le reportage. Le gouvernement de la République tient aux perspectives de doublement des recettes. Les régies financières sont dans l'obligation de se conformer. Le mois de mars étant stratégique, l'exécutif national ne veut surtout pas louper cette opportunité qui permet au Trésor public d'encaisser le gros des recettes de l'année. La DGDA attend réaliser 130 milliards d'ici au 31 mars 2013, la DGI 161 milliards et la DGRAD mobilisera 75 milliards. Donc au total 366 milliards contre un objectif de doublement des recettes de 590 milliards. À la Direction générale des impôts, la conjoncture économique du pays qui observe une stabilité de son cadre macroéconomique pourrait lui être avantageuse. Nous sommes conscients que l'année 2013 sera mieux que l'année 2012 en termes de nos réalisations. Parce qu'en fait, il y a, sur le plan économique, nous devons le reconnaître, une consolidation des paramètres macroéconomiques. À quelques jours de la fin du mois, tous les contribuables soumis au paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit sont tenus à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard le 29 mars prochain, étant donné que la date butoir du 31 mars tombe un dimanche. Les retardataires devront s'attendre à des pénalités conformément aux textes légaux. Des pénalités de recouvrement et les pénalités d'assiette peuvent être chargées à tous les contribuables qui seraient défaillants par rapport à l'échéance. Certainement, nous nous préparons en conséquence pour que nos portes soient ouvertes très tôt et que nous les fermons très tard. Doubler les recettes est un grand défi à relever, impliquant à la fois la conscience professionnelle de ceux qui sont censés mobiliser les ressources au profit de l'État et également le civisme fiscal dans les chefs de ceux qui doivent déclarer et payer correctement leurs impôts dans le délai légal. Nous restons toujours à la Direction générale des impôts pour vous lire ces communiqués signés Dieudonné Lokadimoga. La Direction générale des impôts informe les contribuables dont les chiffres d'affaires de l'exercice 2012 se situent entre 10 millions et 80 millions de francs congolais qui sont désormais soumis à l'impôt sur les bénéfices et profits suivant les régimes de petites entreprises. Par conséquent, l'impôt dû représente 1% du chiffre d'affaires pour les activités de vente et 2% pour les activités des prestations de services. Leur attention est appelée sur le fait que l'échéance de paiement de la compte représentant 60% de l'impôt dû est exceptionnellement fixée au 31 mars 2013 par arrêté ministériel du 14 mars 2013, tandis que le paiement du solde interviendra le 31 mai prochain. Les concernés sont donc invités à retirer auprès de centres d'impôt synthétiques de leur ressort les formulaires de déclaration fiscale et les bordereaux de versement d'acompte et à procéder par la même occasion au paiement du dû à compte dans les délais susmentionnés sous peine d'application des pénalités fiscales prévues par la législation en vigueur. L'heure est au renforcement de capacité à la Direction générale des impôts. Vous vous rendez compte que nous y restons. 80 gestionnaires de comptes de contribuables ont suivi une formation du 18 au 21 mars dernier. Par cette formation, l'administration fiscale congolaise entend répondre aux attentes du gouvernement consistant à doubler les recettes des États à travers les impôts en cette année 2013. Cédric Nina et Landrine Niangui nous en parlent dans ce reportage.
L'objectif de ces séminaires est de rappeler les instructions visant l'amélioration de la culture fiscale afin d'amener les contribuables à souscrire volontairement et régulièrement aux échéances fiscales. Les gestionnaires de comptes des contribuables doivent tenir à jour les dossiers des contribuables dans l'optique de réduire les taux de défaillance, a insisté les directeurs de la taxation et documentation à la Direction générale des impôts. On s'est rendu compte à cet effet-là que le rythme d'attribution du numéro impôt est lent. Et on voudrait savoir pourquoi ce rythme est lent. C'est pourquoi on a appelé tout le monde qui a la gestion du répertoire, tout le monde qui gère les contribuables, à ceux qui se retrouvent ici, afin qu'on puisse échanger autour de toutes ces matières-là et trouver des solutions pour cette année nouvelle où le gouvernement nous demande de doubler les recettes de l'année passée. Conformément aux instructions du gouvernement de la République, la Direction générale des impôts est appelée à doubler les recettes dues au Trésor public en cette année 2013, d'où la tenue de ces séminaires qui a réuni autour d'une table chefs de division et chefs de bureau venus de toutes les provinces du pays. Depuis l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, plusieurs formations sont assurées pour mettre tout le monde au pas. C'est le cas de la Direction générale des impôts qui vient d'organiser une formation de ses agents. Dans ce sens, la maîtrise et la pratique du système OHADA a été au menu de ces séminaires clôturés par Vincent Kabwa, DGA des impôts. C'était le lundi 18 mars dernier. Reportage signé Bobette Kachama et Céline Bumba. Pendant 6 jours, 80 inspecteurs et chefs de division de la Direction générale des impôts se sont imprégnés des innovations apportées par les systèmes OHADA, constituant un outil moderne de gestion des entreprises. Dans l'optique de sécuriser juridiquement et judiciairement les investissements, quoi de plus normal pour les fiscalistes de pénétrer les méandres de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Parmi les stratégies apprises figurent en bonne place l'analyse et les traitements comptables de comptes des stocks. Ce dernier semble être favorable à la maîtrise et à la pratique du système OHADA en RDC. Il permet en outre une lisibilité uniforme de l'activité économique dans l'espace et des politiques financières et monétaires identiques. La formation a commencé beaucoup plus à aider les inspecteurs de la DGI à pouvoir s'approprier de ce nouveau langage comptable qui est désormais en vigueur dans notre pays. Ce nouveau langage comptable, c'est essentiellement l'acte numéro 7 portant organisation et harmonisation de comptabilité des entreprises dans les États parties de l'OHADA. Ce séminaire de mise à niveau de cadre de la Direction générale des impôts appelait à renforcer leurs capacités et d'autant plus une nécessité du fait que la République démocratique du Congo a migré du système comptable congolais vers celui de l'OHADA. Nous avons acquis des connaissances nouvelles en ce qui concerne le système comptable OHADA. C'est un système comptable qui dérive des actes uniformes de l'OHADA et qui est en certains points différent du nôtre. Donc il était important que nous soyons instruits, d'autant que la comptabilité est en rapport direct avec la collecte des impôts au niveau des entreprises. Dans son mot de clôture, le DGA des impôts a invité les séminaristes à bien capitaliser cette expérience. Vincent Kabwa ne doute pas un seul instant qu'avec cette formation, la DGI est désormais sur le même diapason avec les autres administrations fiscales des pays membres de l'OHADA. L'objectif de l'OHADA, c'est une harmonisation. Vous vous imaginez s'il y a un opérateur économique qui a ses activités dans plusieurs pays et que chaque pays a une législation particulière, ça peut poser problème. C'est pourquoi, de cette expérience, les États estiment qu'il faut qu'on ait les mêmes règles pour faire évoluer les affaires. On a les mêmes règles et les mêmes règles s'appliquent sur un espace beaucoup plus grand et ça permet à l'opérateur économique d'évoluer de manière constante. La remise de brevets aux participants a été le point d'orgue de cette cérémonie.
Rendons-nous à présent à Kananga, capitale de la province du Kasaï occidental, où profitons de la tenue de la conférence de gouverneurs. Le ministre délégué en charge des finances, Patrice Kitebi, a visité les services mobilisateurs de recettes dans cette partie de la République. Question pour l'argentier national de s'imprégner de conditions de mobilisation de recettes de l'État. Retrouvons une fois de plus Didi Mavambou et Séverin Ngoué dans ce reportage. Venu prendre part à la 3e conférence de gouverneurs au Kasaï occidental dans la ville de Kananga, le ministre délégué chargé des finances a mis son séjour à profit afin d'évaluer le niveau de maximisation des recettes par les régies financières. Pas donc de répit pour Patrice Kitebi. À peine arrivé à Kananga, il a réuni les troupes, les directeurs provinciaux de 3 régies financières. Il était question de faire le point et comprendre davantage les conditions dans lesquelles travaillent localement au Kasaï occidental la DGDA, la DGI et la DGRAD. En vrai chef des troupes, Patrice Kitebi a sensibilisé les uns et les autres sur les objectifs liés au doublement des recettes. Nous avons beaucoup insisté notamment sur la nécessité pour la DGI qui se trouve au mois de mars ici dans un mois d'échéance fiscale, y compris du reste pour la DGRAD, pour qu'un travail de communication, de sensibilisation des opérateurs économiques puisse être fait de manière à ce que nous ayons des bons résultats pour le mois de mars. Le jour d'après, il fallait déceler les problèmes qui handicapent les directions provinciales des régies financières du Kasaï occidental dans leur rôle de maximisation des recettes de l'État. La descente sur le terrain, l'objectif principal de cette itinérance. La DGRA de Kananga a été la première à être visitée, local par local, échange direct, sans embâche avec les agents et cadres, évaluation du niveau des recettes, analyse des statistiques, bref, dans sa politique de proximité, Patrice Kitebi a eu la vraie température. Même exercice aussi à la DGI et à la DGDA. Particulièrement les agents et cadres de 3 régies financières ont insisté sur l'implication du ministre de tutelle en ce qui concerne le recouvrement auprès des contribuables. En réalité, quelques services publics interviennent en faveur des contribuables au Kasaï occidental, d'où la difficulté dans le travail. Bien compris, réponse de Patrice Kitebi, des correspondances seront transmises aux autorités provinciales afin de mettre fin au désordre, mais le ministre délégué a rappelé une fois de plus les attentes du gouvernement vis-à-vis des régies financières, le doublement des recettes. Les taux d'intérêt pour les banques commerciales en République démocratique du Congo, les désenclavements de la province du Kasaï occidental ont fait l'objet de la réunion de la Troïka stratégique tenue à Kananga. De retour à Kinshasa, le chef de l'exécutif national, Augustin Matata Ponyo Mapon, a renoué avec les traditionnelles audiences et réunions, la coopération bilatérale et la situation dans l'est de la République démocratique du Congo ont caractérisé les échanges, les condensés de la semaine du Premier ministre avec Amigo Sakasaka et Étienne Kumba. C'est à Kananga, capitale de la province du Kasaï occidental, que s'est tenue la réunion de la Troïka stratégique lundi 18 mars dernier. Les membres de la Troïka stratégique, autour du Premier ministre, ont passé en revue la question du désenclavement de la province du Kasaï occidental et le taux d'intérêt devant être appliqué par les banques commerciales, les taux directeurs de la Banque centrale du Congo étant à 3%. La Troïka stratégique a notamment recommandé que nous puissions accroître l'intervention de l'État en faveur de la SNCC, tout comme aussi nous allons le faire en faveur de l'ex-Onatra. Donc on peut dire que la Troïka stratégique s'est tenue à Kananga. C'était la Troïka du rail, sans vouloir imposer aux banques commerciales, parce que les taux d'intérêt sont libéralisés dans notre pays. Mais puisque nous sommes tous embarqués pour la croissance, et puisque nous convenons tous que la baisse de taux d'intérêt débiteur encourage la croissance, nous voulons donc voir le mouvement dans ce sens-là. Par ailleurs, les membres de la Troïka se sont dit réconfortés par la stabilité du cadre macroéconomique. De retour en son cabinet de travail à Kinshasa, Augustin Matata Ponyo reçoit James Antwilster,
ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, actualité oblige, les transfèrements du général rebelle Bosco Ntaganda à la CPI étaient au menu des échanges. Une situation qui va certainement avoir une incidence positive sur la question de la sécurité et du développement de l'Est du pays. La question de la coopération bilatérale entre la RDC et les royaumes de la Belgique était également au menu des échanges entre le chef du gouvernement et Jean-Pascal Labille, ministre belge de la coopération et du développement. Ce que nous voulons, c'est que la sécurité revienne à l'Est. Il y a des accords qui ont été signés, notamment à Addis Abeba. Et donc ces accords doivent être respectés par l'ensemble des parties. Il y a une responsabilité de tout le monde. C'est très important pour le développement économique de l'ensemble du Congo qui pourra consacrer d'autres ressources à d'autres endroits qui sont par ailleurs bien nécessaires et pour lesquels on les aidera. Mais surtout et avant tout, je pense à la situation des populations dans l'Est du Congo et encore plus à la situation de la femme qui se trouve là-bas dans une situation tout à fait inacceptable. La troisième revue conjointe du portefeuille de projets financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo, lancée le 20 mars 2013, a porté sur l'utilisation des systèmes et des institutions nationaux. L'objectif, assurer une coordination beaucoup plus efficace de l'aide au Congo-Kinshasa avec des résultats visibles sur les terrains. Didi Mavambu et Séverin Ngoué. Cette troisième revue de la performance de projets et programmes financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement BAD vise surtout à s'assurer de la bonne exécution des projets et de l'atteinte des objectifs fixés. Ces deux institutions financières ont décidé de s'engager dans une dynamique basée sur l'utilisation des institutions et systèmes nationaux, notamment l'administration publique pour la mise en œuvre de projets dont le coût est évalué à 3,8 milliards de dollars. Ces financements couvrent plusieurs secteurs de la vie nationale, dont l'environnement, l'agriculture, les routes, l'éducation et la santé. Nous participons ainsi à un exercice important de redevabilité et d'effectivité auquel il est important de se soumettre et nous apprécions la disponibilité du gouvernement à prendre part à cette revue. Il n'a rien à cacher et tout doit être transparent. Cet engagement de transparence est pour nous un motif de grande satisfaction et d'espoir pour l'avenir et dans l'avenir de ce pays. Il doit être maintenu et appliqué dans tous les aspects de la gestion de la chose publique. Représentant le ministre délégué en charge des Finances, gouverneur de la RDC auprès de la Banque mondiale et de la BAD, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a salué les actions menées par ces deux structures dans le développement socio-économique du pays. L'objectif poursuivi à travers ce thème central de cette revue conjointe est 1. De confier la responsabilité aux administrations et institutions pérennes dans la mise en œuvre des projets de développement. 2. De permettre aux organes de contrôle de jouer leur rôle selon les règles de l'art. 3. De fournir les services de qualité. Et 4. Atteindre les standards internationaux. La Banque mondiale et la BAD soutiennent Kinshasa dans l'amélioration de la gouvernance économique, sans laquelle il est impossible de ressentir les effets de l'aide, le peuple ayant besoin de résultats concrets. Climat des affaires et problématiques de la relance de la production agricole et de l'industrie manufacturière en RDC, tel est le thème abordé par les experts lors du Forum économique national tenu du 19 au 20 mars dernier. C'était au Grand Hôtel Kinshasa, l'émergence du Congo à partir de la relance de la production agroalimentaire est l'un des objectifs poursuivis par ces assises. Le reportage est signé Bobette Kachama et Céline Boumba. Ces assises de 2 jours ont pu épingler et crever l'abcès de vrais problèmes qui gangrènent le secteur économique congolais. Inscrit dans l'optique d'assainir le climat des affaires et les investissements en RDC, la relance de la production agricole pour l'émergence de l'entrepreneuriat local et la réduction de la dépendance de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur, voilà les aspects sur lesquels il convient de mettre un accent particulier.
En croire le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato, ce énième forum marque le début d'une nouvelle ère devant renouer le dialogue et la confiance longtemps perdus entre les associations patronales, les secteurs publics et les gouvernements dans un climat des affaires apaisé. Et je pense que ce que nous attendons, c'est justement l'amélioration du climat des affaires à travers les décisions que nous allons prendre à cet effet. Certainement, il y a des taxes redondantes qu'il faut supprimer. Je pense que les opérateurs économiques attendent ça. Mais aussi, le gouvernement a des préoccupations qu'il soumet au secteur privé. Par exemple, cette problématique d'accès au crédit. Nous avons fait un effort au niveau du gouvernement central. Le taux directeur de la Banque centrale est tombé autour de 3%, alors qu'il y a 3 ans, nous étions à près de 72%. Tous les orateurs ont été unanimes que la relance de la production agricole dans un environnement propice, reposant sur un cadre juridique soutenu par une stabilité macroéconomique et tenant compte de l'évolution démographique. Et le plus grand besoin à travers ce forum, c'est exactement la relance de la production locale. Et donc cet objectif mobilise déjà les missions diplomatiques dans ce sens que les missions diplomatiques sont appelées à renforcer les capacités de production en République démocratique du Congo. Et pour cela, il faut un afflux conséquent des investisseurs qui puissent installer au niveau de la RDC leurs unités de production. Toutefois, l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, évoquée au cours de cette conférence, est un enjeu majeur. Les défis liés à l'énergie électrique, l'adduction d'eau et les infrastructures routières figurent parmi les résolutions issues de ce forum. À la Direction générale de douane et accises, les femmes douanières se sont retrouvées dernièrement autour de Madame Pierrette Mbombo, directrice à l'audit interne. L'ensemble, elles ont examiné le rôle que doit jouer la femme douanière dans la maximisation de recettes en mettant sur la table les difficultés qui sont les leurs dans leur travail de tous les jours. Céline Bumba Angelina pour les détails. Parler des difficultés auxquelles elles sont butées et mettre en place des stratégies pour participer activement à la mobilisation des recettes dans leur régie, tel est l'exercice auquel se sont livrées les femmes de la DGDA venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Réunies autour de la directrice de l'audit interne, également point focal gender, Pierrette Mbombo. Elles ont évoqué le problème relatif au manque de promotion en matière douanière et accisienne, particulièrement pour les femmes de l'Équateur. Les autres provinces ont soulevé des problèmes liés aux routes et à la réhabilitation du chemin de fer. Madame Pierrette Mbombo s'est montrée très attentive aux différentes préoccupations de ses interlocutrices, pour la plupart points focaux et donc proches de la réalité sur le terrain. La maximisation de recettes étant l'affaire de tous, les femmes ne doivent pas rester en marge, pense la directrice de l'audit interne. D'où la nécessité pour la femme de s'impliquer en donnant le meilleur d'elle, même pour parvenir aux résultats attendus. Nous, les femmes, nous avons un très grand rôle à jouer dans la mobilisation de recettes. Et les défis que nous avons, ce sont des défis volontaristes. Ça sous-entend que si nous voulons, nous pouvons aller de l'avant. Certes, la femme, elle est souvent consciente dans son travail et résistante à la corruption, puisque c'est la corruption qui tue notre administration. Une rencontre qui s'est poursuivie le 20 mars, cette fois-ci à la résidence du point focal gender de la DGDA. Question de donner une dimension conviviale à l'activité. Somme toute, le mois de mars à la Direction générale de douane et accises est l'occasion de passer en revue l'action de la femme et de déterminer les stratégies pour les perspectives d'avenir. Telle que voulue par la hiérarchie, cette réflexion reste au centre des débats. Comme qui dirait, célébrer le mois de la femme, oui, mais cela doit passer par le réveil de la conscience femme sur le rôle qu'elle doit jouer au sein de la société.
Un partenaire de taille pour le gouvernement congolais, ce à travers la Direction générale de douane et accises et l'Office congolais de contrôle. Il s'agit des BIVAC International RDC. Pour connaître cette structure, nous vous prions de suivre cet élément. Bureau Veritas s'est installé en Afrique depuis plus de 100 ans et a développé son activité de contrôle sur ce continent au fur et à mesure de l'élargissement de son champ de compétences. Ainsi, Bureau Veritas s'est affirmé comme un partenaire privilégié de toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité. La grande majorité de ces prestations est réalisée grâce à l'appui du réseau régional d'experts. L'objectif étant de recruter, former et mettre en place une équipe locale pour chaque type d'activité. Bureau Veritas dispose en Afrique d'une quarantaine de bureaux avec un effectif de plus de 1300 personnes, dont plus de 95% sont des nationaux. Cette démarche montre la volonté de Bureau Veritas d'ajuster en permanence son offre de services face aux évolutions des marchés combinées aux environnements macroéconomiques et de confirmer son rôle de leader du monde de l'inspection. Je vous propose à présent de découvrir le Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, qui est une grande banque d'investissement et de promotion de projets industriels en République démocratique du Congo. C'est à travers ces cartes postales réalisées par Ruben Mayoni Tiakiunga. Le Fonds de promotion de l'industrie est un établissement public à caractère économique et financier doté d'une personnalité juridique instituée par l'ordonnance numéro 89-171 du 7 août 1989. Cette institution financière est située sur l'avenue Lukusa numéro 16 dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. La direction générale est représentée en province par des agences installées à Lubumbashi, Matadi, Mbujimai, Goma, Kisangani, Bukavu, Kananga, Boma, Mweneditu, Kasumbalesa et autres. Leur mission principale est la promotion de l'essor de l'industrie congolaise par le soutien des industries existantes, la promotion des nouvelles industries, celle des petites et moyennes entreprises, de l'intégration industrielle et la promotion des activités de la recherche appliquée dans le secteur industriel congolais. En dehors des différents comités de gestion qui se sont succédés à la tête du FPI, depuis sa création en 1989, l'actuel comité est dirigé depuis janvier 2008 par Constantin Bengele Kwete, administrateur délégué général, secondé par John Ilungangoy, administrateur délégué général adjoint, Charles Omari Biladi, administrateur directeur technique, et Daniel Simbi Moussema, administrateur directeur financier. Cet établissement public entend mettre en place un tissu industriel concourant à la valorisation des ressources locales et permettant de satisfaire les besoins locaux. Il entend aussi réduire la dépendance de l'économie vis-à-vis de l'importation par la promotion des matières premières destinées aux industries locales et les produits finis concourant aux biens importés. Le FPI prône aussi l'exportation des produits industriels, particulièrement les produits manufacturés. Dans sa boxe d'intervention, le Fonds de promotion de l'industrie a financé des dizaines de projets industriels, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Pour rapprocher les promoteurs de projets au marché de l'équipement, l'institution a organisé un salon d'équipement chinois à Kinshasa, réduisant ainsi le temps dans la mise en place d'un projet. Les interventions qui concernent les crédits à court terme pour les besoins en fonds de roulement et à moyen et long terme sont destinées au financement des investissements au taux alléchant. Ces dernières années, nombreux sont ceux des Congolais qui ont développé des projets dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire, les textiles, l'industrie forestière, agricole et autres. Cet engouement des opérateurs économiques au fonds FPI est dû aux meilleures conditions d'accessibilité à ces financements, aux procédures d'évaluation des projets mis en place et au taux d'intérêt bénéfique pour les clients par rapport à d'autres institutions financières. Par ailleurs, cet établissement public à caractère économique et financier tire ses ressources financières du capital, du quasi-capital, des produits de la taxe de promotion de l'industrie TPI, de subventions d'exploitation d'équipements et autres. Mais la principale source de revenus du FPI demeure la taxe de promotion de l'industrie TPI. En payant régulièrement cette taxe, l'opérateur économique favorise l'éclosion d'une industrie diversifiée.
Chaque Congolais de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, porteur de projets d'investissement à caractère industriel, est donc appelé à frapper à la porte de cet établissement public pour toute demande de financement et sera accueilli en fils du pays. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI est donc le catalyseur du développement industriel en RDC. Aujourd'hui plus qu'hier, le FPI s'est confirmé comme une véritable banque de promotion de l'industrie congolaise forte, prospère et durable. Une mission d'évaluation et suivi des travaux et équipements des infrastructures de l'université de Kisangani. Nous sommes là dans la province orientale. La réhabilitation et modernisation des 4 écoles primaires dans la même ville et de l'hôpital général de référence de Banalia vient d'être effectuée par une équipe du BSECO, entendez Bureau central de coordination, conduite par Alphonse Motomungu. Il est chef de division au BSECO. Le constat fait à l'issue de visites dont s'est condensé de notre envoyé spécial dans la capitale de la province orientale, Fabien Luboulou Bakayaka. Première étape de cette mission, l'évaluation des travaux de réhabilitation et modernisation des 4 écoles primaires dans la ville de Kisangani sur financement de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADE en sigle. À l'école primaire Néma dans la commune de Makiso, le représentant du BSECO constate que les travaux avancent bien à la grande satisfaction des bénéficiaires. C'est pour nous une joie, un sentiment de satisfaction, parce que c'est la première fois en ville, en plein centre-ville, une école qui est restée dans un état de délabrement total. Et c'est la première fois qu'elle venait d'être réhabilitée. Donc nous avons travaillé dans des conditions très difficiles. Oui. D'abord, il y avait les salles étaient, il faisait terriblement chaud dans les salles de classe. Oui. Maintenant, nous voyons qu'avec ce travail, vraiment les enfants vont étudier dans de bonnes conditions. Ici, le BSECO a financé les travaux de réhabilitation des 8 salles de classe, les installations sanitaires ainsi que la clôture. Juste après, Alphonse Motomungu débarque à l'école primaire Sayo du réseau Kimbanguiste. Là également, le constat est le même. Toutefois, une certaine lenteur s'est fait remarquer. L'envoyé du BSECO exhorte l'entrepreneur à accélérer les rythmes des travaux. Dans la commune de la Chopo, les 2 bâtiments qui abritent 6 salles de classe de l'école primaire Bosembo sont de bonne qualité et les travaux évoluent bien, constate une fois de plus les délégués du BSECO. La clôture et les latrines sont déjà prêtes. Dans la commune de Mangobo, au complexe scolaire Lumbulumbu, le chef de division s'est dit satisfait de voir les travaux déjà très avancés avec 4 bâtiments presque achevés. À l'unanimité, tous les bénéficiaires ont remercié le chef de l'État pour la vision de la révolution de la modernité. Ce n'est pas un simple slogan, mais une réalité palpable, ont-ils précisé. Il y a tant de partenaires qui venaient ici, oh voilà, ils nous laissaient seulement avec des promesses. Oh, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et pour cette fois, nous avons vu que c'est BSECO maintenant qui a essayé un peu de réaliser et changer la formule, et la figure des écoles qu'on avait auparavant. Après les écoles primaires, Alphonse Motomungu s'est rendu à l'université de Kisangani. Accompagné du recteur de cet alma mater, il a passé en revue les quelques imperfections constatées sur les ouvrages réhabilités de l'UNIKIS et l'état d'avancement des travaux du décanat de la faculté SPA. Le recteur a saisi cette opportunité pour rappeler la promesse faite par le BSECO, celle d'équiper les différents bureaux et la bibliothèque centrale, réhabiliter la faculté de médecine et les cliniques universitaires. Je suis l'homme le plus heureux de tous les recteurs de ce pays parce que pendant mon mandat, l'université que je dirige a bénéficié de ce don le plus précieux que le chef de l'État et le gouvernement de la République ont bien voulu donner à la jeunesse estudiantine de notre province. S'agissant du décanat, le représentant du BSECO a été satisfait de la qualité de l'ouvrage, dont la remise officielle du bâtiment pourra intervenir avant la fin du mois d'avril. Autre étape de cette visite, l'évaluation des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital général des références de Banalia, situé à 128 km de Kisangani. Sur ces sites, 5 grands bâtiments sont déjà terminés. Le bâtiment administratif, le laboratoire, la pédiatrie, les blocs de médecine interne pour hommes et femmes et la morgue. Les nouveaux blocs opératoires et la bienderie sont à court de finition.
Concernant la cuisine et l'incinérateur, les travaux qui viennent de commencer pourront finir au mois de juin prochain. La fréquentation et la capacité d'accueil ont sensiblement été augmentées à la grande satisfaction des bénéficiaires. Avant la réhabilitation, la fréquentation était quand même moindre, mais par rapport à après la réhabilitation, nous avions quand même augmenté le nombre de malades que nous recevons par jour. Il faut aller même à 100 ou 200 malades par jour, alors qu'avant on ne recevait que 30-40 malades par jour, par mois. Donc ça prouve que l'hôpital ces derniers temps est vraiment juste. À qualité des travaux exécutés, le chef de division du BSECO, clôturant sa mission, s'est dit encouragé et reste optimiste quant au respect du délai contractuel au regard du taux d'exécution. Bon, nous pouvons dire que pour l'hôpital général de référence de Banalia, on peut estimer à environ 75% sur l'ensemble des travaux. Hormis les 2 bâtiments qui ont été réceptionnés provisoirement. Pour les écoles de Badea, nous pouvons dire qu'on est aux environs de 60-65%. Et tandis que pour l'université, c'est presque 90%. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'espoir étant de mise, la réception officielle de tous ces ouvrages n'est qu'une question de jours. Dans le cadre du mois de mars, mois consacré à la femme, des séances de sensibilisation et des réflexions se multiplient. C'est les cas de femmes de l'église Le Rocher de Victoire qui ont organisé une conférence sur les thèmes renforcement du rôle de la femme. Écoutez plutôt Madame Esther Tchabou, pasteur au 15 jours ministry au Meko de Amigo Sakasaka Amimbuta. C'était une mobilisation, une sensibilisation de femmes par rapport à son rôle. Selon la vision originelle de Dieu, la femme est une aide semblable à l'homme. Et Dieu a placé en elle le potentiel et des capacités pour jouer ce rôle. Comme soutien, comme assistance, pour protéger aussi. Et par rapport à l'évolution de ce rôle ces derniers temps, nous trouvons qu'il y a beaucoup plus des antivaleurs que les valeurs elles-mêmes d'une femme qui doit aider, d'une femme qui doit assister. Nous avons encouragé l'idée de notre gouvernement d'annuler tout le port de pagne et de défiler, de danser, d'exagérer. Et dans cette idée-là, nous avons pensé organiser au sein du ministère Rocher de Victoire la conférence sous le thème « L'évolution du rôle de la femme ». C'était dans le but de faire surtout le manquement et trouver le remède, ramener la femme dans le bon chemin, lui faire montrer qu'elle a des capacités, elle peut faire plus que ce qu'on attend d'elle. Nous nous tendons vers la fin de cette édition de Fiscalité et Développement, mais nous ne pouvons pas la boucler sans pour autant jeter un coup d'œil sur les journaux parus au courant de cette semaine. La diversité de sujets a caractérisé la plupart des journaux parus au cours de cette semaine qui s'achève. Veuillez la découvrir à travers cette revue de presse hebdomadaire dans une sélection de Cédric Kenina. Scandale financier en page 8 du Panoscope. Jean Rogna bouffe $3 600 américains des étudiants et extorque la parcelle du professeur Moké à Lingwala. Selon ses billets hebdomadaires, c'est dans la commune de Lingwala qu'il venait de bouffer $400 par tête pour chacun des étudiants désirant parachever une formation médicale ou des études en médecine en Angola. Les concernés Jean Rogna affirme ce journal les a tous trompés qu'il est docteur en médecine alors qu'il est militaire déserteur. Dossier à suivre. Dans un tout autre chapitre, les phares pensent que la hausse du commerce Chine-Afrique s'est accompagnée d'une augmentation des souffrances. Ces quotidiens s'expliquent en ces termes alors que les entreprises chinoises affluent vers les continents. Les plaintes au sujet de leurs pratiques
des affaires ont augmenté. À titre illustratif, notre confrère cite les diplomates chinois qui se sont sentis piqués par un éditorial publié dans les Financial Times par les gouverneurs de la Banque centrale du Nigeria qui a, selon toujours les phares, fermement critiqué la Chine pour sa façon d'exploiter les richesses du sous-sol africain tout en sapant ses industries manufacturières. Pour le maximum, l'équilibre des forces semble se remettre en place. Ce journal pense que l'Afrique commence à faire les poids face à la Chine conquérante. Ce journal indique qu'en moins d'une semaine, 3 pays africains sont intervenus pour rappeler à la Chine le droit des affaires et l'état de droit. D'abord au Zimbabwe, le gouvernement vient de décider d'annuler un contrat de réalisation d'une centrale hydroélectrique pour Sino Hydro après avoir constaté des irrégularités sur une surfacturation destinée à financer la prochaine campagne électorale. Selon les confrères, le Botswana a annoncé des poursuites contre les géants chinois de l'électricité China National Electric qui n'a pas respecté les délais de livraison prévus au contrat. Pendant ces temps, en interne, on observe une nette évolution de la confiance des entrepreneurs congolais. Selon les statistiques fournies par la Prospérité, dans les secteurs des industries extractives, par exemple, la confiance a fortement progressé à la hausse et s'établit selon ses quotidiens à plus 39,1% contre plus 12,0% en janvier de cette année. La SNEL surfacture ses clients, constate Africa News. Pour ce journal, il est rare de trouver à Kinshasa des quartiers et communes qui bénéficient de l'énergie électrique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par conséquent, pour la population, cette hausse du coût des factures ne s'explique pas. Les abonnés, indique Africa News, voient leurs factures augmenter chaque mois de 2000 francs congolais à 3000 francs congolais. Dans l'entretemps, la référence plus projette déjà 2014 et parle du projet de loi des finances. Là-dessus, la Lisadel appelle le gouvernement à ajuster 30% du budget au secteur de l'éducation. D'après cette structure, les niveaux de la scolarité accompagnés du délabrement des infrastructures scolaires, l'insuffisance des équipements et des matériels pédagogiques aggravent la baisse du niveau de l'éducation. À en croire la Lisadel, cela est dû au manque d'une justice distributive équitable dans l'affectation des lignes budgétaires, note la référence plus. Pendant ces temps, les pays maintiennent ses prévisions de croissance de 8%. Pour les sortes internationales, les gouvernements s'est astreint à un mode opératoire qui privilégie la performance et permet de s'auto-évaluer. Cette façon d'agir, selon les softs, répond au principe de gestion axé sur les résultats. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis, mais pour avoir l'essentiel de cette émission, retrouvez-nous sur notre site internet www.agencegalaxymedia.cd et bonne suite de programme.
sous